Marche des régiments français. Cette marche est la marche qu'on entendait lorsque les troupes de Frontenac sont arrivées à Québec devant la flotte de Phipps et qui lui ont fait grand peur. Parce que lorsqu'on a entendu les fifres et les tambours, ça voulait dire que l'armée venait de Montréal et que Québec était peut-être sauvé. Alors, je dis que 1690 est une année charnière pour Frontenac, évidemment, mais pour le Québec aussi, pour le Québec de l'époque, puisque la victoire était essentielle pour la survie du fait français en Amérique. C'est l'évidence. On va fêter en grand cette victoire de différentes façons. On va commencer par chanter le Te Deum dans toutes les églises de Québec et, évidemment, en particulier à l'église qui va devenir Notre-Dame de la Victoire, pour ensuite devenir Notre-Dame des Victoires. On va chanter le Te Deum, alors un chant qui était très connu, un chant évidemment religieux, qui était très connu partout en Nouvelle-France et qu'on chantait dans les grandes occasions, à la naissance d'un roi, par exemple. Mais là, pour une victoire comme celle-là, il fallait aussi sortir le chant le plus important de la liturgie, le Te Deum. Voici un extrait. Ce Te Deum est trouvé dans le livre d'orgue de Montréal. Il a été chanté à Québec, évidemment, aussi. Alors, juste un extrait, parce que le Te Deum, ça dure 20 minutes.
Alors, ça vous donne une idée de ce qu'on pouvait entendre dans les églises de Québec en 1690. On entendait la belle voix de Claude Bélanger, ténor de Québec, et à l'orgue, Pierre Bouchard de l'Ensemble Nouvelle-France. Une chose qui est amusante qui s'est passée le 21 octobre 1690, alors que les troupes de Frontenac étaient amassées près de la rivière Saint-Charles et que Phipps avait envoyé, évidemment, le gros de son armée de l'autre côté de la rivière Saint-Charles, il y a eu une victoire inattendue de Frontenac. Et Phipps a dû se retirer. Et c'était un 21 octobre, jour de la fête de Sainte-Ursule. Ah! Voilà, c'est un miracle. C'est ce que les Ursulines ont dit. Alors, j'ai retracé un chant qu'elles ont chanté justement à la gloire de Sainte-Ursule. Et ce chant se retrouvait dans la voûte de pierre que Marie de l'Incarnation avait fait construire après l'incendie de 1650. Donc, au début des années 1650, la voûte de pierre a été reconstruite pour garder les objets précieux, dont 120 chants sacrés d'une grande beauté et ce motet à Sainte-Ursule que vous allez pouvoir entendre. Ce motet, comme plusieurs des autres chants, date de l'époque de Marie de l'Incarnation. Et, évidemment, ce n'est pas une conférence sur elle, mais c'est son 350e, et je ne peux pas passer à côté de vous en parler un petit peu et de vous dire que cette grande dame, première grande dame du Québec, avait tous les talents, dont des talents musicaux aussi. Et ce qui a bien fait réagir Monseigneur Laval. Parce que lorsque Monseigneur Laval arrive 20 ans plus tard, 20 ans après Marie de l'Incarnation, en 1659 donc, il entend ces chants. Donc, ça ne va pas du tout. Hein? Il va les faire interdire immédiatement. Il dit que c'est trop orné, c'est trop passionné, qu'il n'a jamais entendu ça ailleurs, que ça dérange le célébrant. C'est lui le célébrant. Ça dérange le célébrant. Alors, ça ne va pas du tout. Donc, elle va devoir obtempérer et elle dit que c'est à l'extrême de l'obéissance qu'elle va devoir retirer ses chants. Elle est très déçue de ça. Et c'est seulement qu'en 1690, semble-t-il, que les Ursulines ont osé ressortir ces chants-là pour la victoire de Frontenac. Parce que du temps de Monseigneur de Laval, elles n'ont pas osé chanter ça, c'est évident, c'est l'évidence même. C'était interdit. Mais en 1690, on avait changé de Monseigneur, c'était Monseigneur Saint-Vallier. Ça allait déjà beaucoup mieux, il aimait davantage la musique, semble-t-il. Et donc, ces chants ont pu reprendre. Et voici ce magnifique motet à Sainte-Ursule, qui est peut-être, je dis bien peut-être, de la main de Marie de l'Incarnation. Et ce qui me fait dire que c'est peut-être de sa main, c'est que plusieurs des motets sont décrits d'une certaine façon que donc, sont archaïques de structure, musicalement, mais également, elle dit dans ses lettres qu'elle compose. Elle le dit d'une certaine façon. Elle dit « Je chantais à mon divin époux un cantique que son esprit me faisait produire, capable de fendre mon cœur s'il ne m'eût soutenu d'une façon extraordinaire. » Alors, c'était des chants passionnée, c'est à l'évidence, c'est une femme de grande passion. D'ailleurs, ce qu'elle a fait le prouve aussi. Et sans plus tarder, voici ce magnifique motet à Sainte-Ursule. On entend la cloche du cloître pour commencer.
Surprenant, étonnant, d'une beauté mystique. La viole de gambe accompagne le motet. Le seul instrument qui accompagne, c'est la viole de gambe, à la manière comme ça se faisait quand Mère de Saint-Joseph accompagnait Marie de l'Incarnation. Ici, celle qui m'accompagne, c'est Lynne Lavigueur, ma bonne amie. Alors, qui faisait de la musique à Québec en 1690? Peut-être seriez-vous surpris d'apprendre que c'était Louis Joliette, organiste et claveciniste, le premier claveciniste organiste en titre à la cathédrale, enfin, l'Église paroissiale de Québec, et également, comme vous savez, explorateur du Mississippi. Je pense qu'il ne pratiquait pas fort dans ce temps-là, là, quand il se promenait sur le Mississippi, mais quand il est revenu, c'est certain qu'on l'a entendu très souvent à l'Église paroissiale, et que Frontenac le connaissait très bien et pouvait l'entendre et l'apprécier aussi. Il a rapporté avec lui de mémoire, parce qu'il avait perdu tous ses bagages dans les rapides de la Chine en revenant de ses explorations. Et donc, il avait perdu quelque chose qui était précieux pour lui, mais dont il se souvenait, c'est un chant illinois. C'est un chant des Amérindiens illinois qui vivaient sur le bord du Mississippi. Et donc, ça s'appelle le chant du calumet de la paix. Alors, le voici, c'est très court, joué à l'orgue. Alors, Louis Joliette jouait sur un instrument qui était peut-être un peu plus petit que celui-ci. Celui-ci se trouve actuellement dans la chapelle du Séminaire de Québec. Et c'est une reconstitution de l'instrument de 1753 qui a été détruit en 1759
lors de la bataille des plaines d'Abraham et qui a été reconstitué il y a quelques années. L'instrument est très beau, ça vaut la peine. Mais là, actuellement, on ne peut pas l'entendre puisque la chapelle est en rénovation. Alors, Louis Joliette jouait également de cet instrument. Alors, vous voyez, c'est un clavecin. Il n'y avait pas que lui qui en jouait. Certainement que René-Louis Chartier de Lotbinière jouait également de cet instrument-là. Et que chez le gouverneur, au Château Fort Saint-Louis, on avait un clavecin pour les festivités. Alors, on arrive maintenant, justement, on arrive dans les festivités qui avaient lieu dans le Château Saint-Louis. Parlant de Saint-Louis, voici différents Louis. Le reconnaissez-vous celui-ci? Non, pas vraiment? Oui, Louis XIII, bravo. Alors, Louis XIII, il est parrain de Frontenac. Alors, non seulement il est parrain de Frontenac, mais c'est lui qui a fondé la Compagnie de la Nouvelle-France et qui a décerné les premières seigneuries dans la Nouvelle-France, les premières grandes seigneuries, dont la seigneurie de la Madeleine, qui fait presque une grande partie de la Mauricie. Et son fils, vous allez voir que la différence de personnage est assez impressionnante. Beaucoup moins austère, n'est-ce pas? Là, on le voit jeune, Louis XIV, mais Louis XIV s'est beaucoup intéressé à la Nouvelle-France, comme vous savez. Et c'est lui qui a instauré le menuet. Alors, Louis XIV aimait beaucoup danser, il était un très bon danseur. Et le menuet était à l'honneur, évidemment, à la cour de Versailles, mais aussi à l'honneur ici, dans notre petite cour Ville-sur-Royale, dirons-nous, de Frontenac. Et souvent, c'était des menuets de Lully, parce qu'on a trouvé le compositeur Jean-Baptiste Lully, qui était le compositeur officiel de la cour de Louis XIV. On a trouvé 15 opéras qui ont été traversés en Nouvelle-France. Entre autres, l'intendant Dupuis aimait tellement la musique, c'est un grand amateur de musique, qu'il a apporté dans ses bagages 15 opéras dans la première édition, les opéras de Lully. Alors, on va entendre, pour commencer, pas un opéra de Lully, mais un menuet. On va entendre un menuet, un menuet de l'Hôtel-Dieu de Québec. Mais juste avant, je vois que j'ai une image à vous montrer. Puisqu'on a parlé de Louis XIV, il a fait frapper en 1690 une médaille pour commémorer cette grande victoire. Et c'est bien marqué, on le voit, il est beaucoup plus vieux là-dessus, hein? Louis XIV. Et on voit à droite que ce qui est représenté en allégorie, c'est la Nouvelle-France qui tient, normalement, elle tient les armes de France. Et à ses pieds, on voit un castor. Remarquez le castor qui est là. Et puis, juste en bas, semble-t-il qu'une allégorie aussi du fleuve Saint-Laurent. Ce serait le fleuve Saint-Laurent parce qu'il tient un pot d'eau. Alors, c'est des allégories de l'époque. Alors, cette médaille qui a été frappée, qui montre bien l'importance que Louis XIV a démontrée face à cette victoire de la Nouvelle-France et de Frontenac. Et maintenant, je parlais du menuet. Alors, un des plus anciens menuets que j'ai trouvé ici en Nouvelle-France, c'est un menuet qui se trouvait à l'Hôtel-Dieu de Québec. Surprenant un peu, l'Hôtel-Dieu, c'est pas un endroit pour danser, non? C'est un hôpital. Mais justement, dans un hôpital, tous les militaires se retrouvaient, lorsqu'ils étaient blessés ou malades, se retrouvaient à l'Hôtel-Dieu. Et peut-être que le menuet, c'était la danse qu'on les obligeait à danser pour leur permettre leur sortie, quoi. S'ils étaient assez bons pour danser le menuet, ils pouvaient s'en aller. Ils étaient guéris. C'est une danse très élégante, très courtoise, qui se dansait certainement chez le gouverneur à toutes les fêtes. On va la faire suivre d'un air de Lully, Cadmus et Hermione, air de son opéra. Anna et puis vos chers soins et vos soupirs, l'amour suivant vos peines sur vos plaisirs. Anna et puis vos chers
L'instrument que vous voyez ici, c'est une guitare baroque qui accompagnait très souvent le chant. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend Sylvie Duchesneau à la voix, soprano, accompagnée par David Jacques à la guitare baroque. Et il y a du clavecin aussi, on entend du clavecin aussi, avec Pierre Bouchard. Vous reconnaissez, c'est un Watteau, hein? Belle peinture. Bon, on arrive à un moment plus crucial, hein? Alors, c'est là que Phipps va canonner, il paraît 500 volées de canon sur Québec. Et puis, presque pas de dégâts. C'est surprenant. Parce que, paraît-il, les Anglais visaient une peinture qu'on avait mise au sommet de l'église paroissiale, avec la Sainte Famille, une peinture de la Sainte Famille, peut-être du frère Luc, peut-être. Et ils tentaient d'attraper cette peinture avec des tirs de canon, et ça passait par-dessus la ville. Donc, non seulement ils n'ont pas touché la peinture, il n'était pas très bon, hein? Ils n'ont pas touché la peinture, mais ils n'ont presque pas fait de dégâts parce que ça passait par-dessus la ville. Alors, encore, certainement, évidemment, on a attribué cette victoire, en quelque sorte, à la Sainte Famille aussi. On arrive bientôt à la danse principale. La danse principale que dansaient Frontenac et tous les nobles, qui étaient la noble assemblée, si on veut, c'est un rigodon. Mais vous allez voir que ce n'est pas le rigodon qu'on connaît aujourd'hui. C'est un rigodon plus ancien. Je l'ai tiré d'un opéra-ballet Églé de Pierre de Lagarde que j'ai trouvé au Séminaire de Québec. Un bel opéra-ballet, un petit peu plus tardif. Voici le rigodon. Assez différent hein, des rigodons qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait une distinction inhérente à ce type de rigodon. On arrive maintenant au moment où Savage est mis dans une petite barque afin d'aller rencontrer Frontenac. Et il est accompagné d'une trompette. On ne le voit pas ici, là. C'est parce que ça, c'est une allégorie, finalement. La trompette ne va pas descendre à terre, mais Savage, lui, il va pouvoir descendre et on va lui bander les yeux immédiatement. Il va monter la côte de la montagne
les yeux bandés, mais avec plein de gens qui tournent autour de lui et qui donnent l'impression qu'il y a toute une foule, qui est très joyeuse d'ailleurs. Les gens rient, rigolent, s'amusent autour de lui. C'est une feinte, en fait, pour montrer que Québec n'a absolument pas peur de la flotte de Phipps, ce qui est tout à fait le contraire, hein, vous savez. Et lorsqu'il arrive au château Saint-Louis, il est reçu par cet aréopage de gens plumés, costumés, poudrés, enfarinés, tout ce que vous voudrez. Et encore davantage pour émouvoir ce pauvre Savage, on voit que sur l'image, il va mettre la montre sur la table pour dire si vous ne vous rendez pas, dans 2 heures, nous allons livrer l'assaut. Certains disent que c'est dans 1/4 d'heure, mais je trouve qu'un quart d'heure, c'est pas assez, là, parce que juste descendre la côte pour aller... Il n'y a pas le temps. Alors, c'est une histoire très amusante que l'histoire de ce premier chant de victoire de la Nouvelle-France et du Québec. Je vous la raconte. En 1946, écoutez, c'est beaucoup plus tard, mais en 1946, on fait une découverte surprenante. Il y a une personne très âgée aux Escoumins, un monsieur de 92 ans, semble-t-il, monsieur Boisvert, Joseph Boisvert, qui se souvient d'un chant de victoire. Il va le mettre sur un cylindre de cire. Ça va être enregistré sur un cylindre de cire. C'est ce qu'on faisait. C'était un petit peu vieillot à l'époque de faire ça, mais c'est ce que Marius Barbeau, l'ethnomusicologue du temps, a fait. Il l'a enregistré sur un cylindre de cire. Alors, on voit ce vieux monsieur de 92 ans, il a chanté dans le cornet. Et j'ai pu retrouver dans les archives de folklore ce cylindre très abîmé. Et là, avec beaucoup de patience, avec l'aide de notre preneur de son, Maurice Lebel, et également de Pierre Bouchard, l'organiste, claveciniste de l'ensemble, on a travaillé très fort et on a pu décrypter la mélodie, parce qu'on avait déjà trouvé les paroles auparavant. Et vous allez pouvoir l'entendre, ce premier chant de victoire, qui est une chanson humoristique. Alors, ça montre bien que nos ancêtres... même au temps de la Nouvelle-France et très tôt dans notre histoire, avait vraiment le sens de l'humour. D'ailleurs, Phipps, on l'a appelé, dans la chanson, il s'appelle Flip, le général de Flip. Alors, il a flippé, d'ailleurs, vous allez voir. Alors, voici ce chant. On le chante a cappella. C'est Claude Bélanger qui le chante. Et j'ai voulu que ce soit a cappella pour qu'on entende bien les paroles. Et ça vous raconte vraiment ce qui s'est passé. La véritable histoire de cette victoire de 1690. C'est le général de Flip qui est parti de l'Angleterre, amenant 36 balles et plus de 1000 hommes faits. Croyez pas sa vaillance prendre la ville de Québec, a mouillé devant la ville les plus beaux de ses vaisseaux, a mis la chaloupe à terre avec un beau généraux. C'est pour avertir la ville de se rendre au plus tôt. Avant 2 heures, nous allons livrer l'assaut. C'est le général des villes appelle mon franc canon. Va-t-on dire à l'ambassadeur, recule-toi mon général. Va lui dire que ma réponse est au bout de mes canons. Avant 2 heures, nous danserons le rigodon. C'est le général de Flip qui mit son monde à Beauport. 3 canons les accompagnent pour le donner du report. Ça m'a l'air qu'il m'accable et que m'a toujours duré. Les François pleins de courage m'en ont détruit la moitié. C'est le général de Flip s'est retourné à Baston. Va-t-on dire au roi Guillaume que Québec lui fait faux bon, car lui a de la bonne poudre et aussi de beaux boulets, des canons en abondance pour le service des François.
Excusez-la. Alors, cette joyeuse chanson, premier chant de victoire du Québec, était chantée par Claude Bélanger. Ça termine cette petite conférence musicale. Je vous remercie. Merci de cette écoute. Un merci chaleureux à notre conférencière musicologue, Madame Louise Courville, de l'ensemble Nouvelle-France. Merci, Madame Courville. Ça a été un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. Pour la suite des choses, restez des nôtres dans quelques minutes, le temps de se placer, et vous aurez droit, on va dire, je n'oserais pas dire en avant-première, mais en spécial, à notre fantaisie théâtrale par la bouche de mes canons, avec 3 comédiens de la troupe La Roche-Francoeur. Donc, dans quelques minutes seulement, restez pas loin, le temps qu'on se place, et on est de retour très bientôt. Merci.